bonjour à tous et à tous. Il y en a quelques-uns que je connais dans la salle, ça me fait bien plaisir. Je vais vous présenter en une vingtaine de minutes. On m'a demandé de vous parler de se former en jouant en entreprise. Est-ce vraiment sérieux? Donc j'ai divisé un petit peu cette présentation super rapide, hein, et vous aurez le temps, vous pourrez me poser des questions à la fin. Je l'ai démarré d'abord sur le jeu en entreprise. D'accord? Et est-ce vraiment sérieux? Et la deuxième partie, je voudrais vous partager avec vous une méthode qui est inspirée du design thinking et vous allez voir ce que c'est. Mais c'est une méthode en fait qui permet de créer des jeux pédagogiques assez rapidement. D'accord? Et en suivant cinq étapes, parce que je me suis rendu compte en fait que pour tout ce qui était les gens qui créaient dans le design thinking ou les gens qui créaient des jeux, eh bien en fait ils avaient les mêmes démarches, pas avec les mêmes noms. Et c'est une méthode que moi j'utilise beaucoup pour créer des jeux, beaucoup en entreprise. Donc je vais me présenter, mais très 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 rapidement. Donc je m'appelle, voilà, c'est super. Donc je m'appelle Olivier Bernard. Alors moi j'ai deux casquettes en fait. Je suis prof dans une école, je suis prof à l'IFP School où je donne cours je travaille avec des ingénieurs et je leur apprends à designer des unités. Et en parallèle, j'ai une petite boîte qui s'appelle FTR Formation qui fait beaucoup, donc je dirais, dans la digitalisation de la formation. Bon, c'était un sujet qui a été à la mode et on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais aussi l'utilisation du jeu et des nouvelles technologies. Je m'occupe également à l'école d'un nouveau laboratoire qui s'appelle Labinov, qui est un laboratoire qui essaye d'intégrer des pédagogies un petit peu nouvelles dans l'enseignement, je dirais, dans l'enseignement des ingénieurs, notamment en France et en Europe. Voilà pour ce qui est de me présenter. Alors, on va d'abord regarder un petit peu le jeu en entreprise et j'ai essayé de vous faire le top 5 des jeux en entreprise. Pourquoi les gens adorent le jeu en entreprise? Alors, c'est vrai qu'il y a une question de mode, mais on peut dire aussi que ça permet de dynamiser les formations. Ça, c'est en fait des statistiques que j'ai fait auprès de plusieurs entreprises avec qui je travaille et je leur ai demandé, citez-moi, là, je vais faire quelques présentations en ce moment, citez-moi pourquoi vous voulez faire des jeux, c'est quoi votre top 5 et c'est quoi votre flop 5. Donc, regardons d'abord un petit peu le top 5. Pourquoi vous voulez faire des jeux en entreprise? Alors ils disent, ça permet de dynamiser les formations, ça permet de développer la créativité de nos équipes, ça permet de faire de l'esprit d'équipe et de la collaboration, ça permet de créer de l'engagement et ça permet de conserver l'attention. On voit en fait, et ça c'est quelque chose de très important pour moi, que le jeu, ce n'est qu'un mécanisme parmi plein d'autres mécanismes qui existent en formation. Mais le jeu, il a cette particularité effectivement de transporter les gens qui jouent en fait en formation, dans les jeux pédagogiques, de les transporter dans d'autres univers. Et c'est un petit peu ça qui est intéressant et que certaines entreprises essayent de mettre en place. Je leur ai demandé aussi quels étaient les 5 flops pourquoi ils ne faisaient pas de jeu ou qu'est-ce qui les embêtait dans les jeux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a, attention, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, j'aime pas jouer en fait. Attention, quand on fait un jeu, c'est pas sérieux. D'accord? Et donc, ça empêche les gens d'apprendre, il va y avoir une espèce de réticence. Ensuite, dans le flop 5, on a l'esprit de compétition. Attention, si vous mettez un jeu, vous allez développer l'esprit de compétition de nos équipes, et nous, ce qui nous intéresse, c'est rechercher la collaboration. Reflop qui est souvent cité par les entreprises, c'est l'infantilisation. Ils disent non, mais écoutez, c'est très bien, mais nous, le jeu, c'est pas sérieux. Certains jeux infantilisent, je dirais, les gens qui suivent les formations, et en fait, ça empêche de suivre correctement une formation. Beaucoup disent, attendez, jouer, c'est pas former. Et puis certains disent aussi, c'est trop cher de concevoir des jeux. Et en fait, la méthode dont je vais vous parler là, qui est une méthode inspirée du design thinking, elle va aller un petit peu chercher ses tops et ses flops de façon à organiser le jeu et en fait le jeu pour apprendre quelque chose. C'est quoi pour moi la différence entre le jeu pour jouer et le jeu pour apprendre? La grosse différence entre les deux, c'est que dans le jeu pour apprendre, on a des objectifs pédagogiques, c'est-à-dire que le jeu, il a une vraie intention. Quand on joue, on peut apprendre, mais l'objectif, c'est d'abord de jouer. Alors que quand on veut apprendre, le jeu est là pour développer des compétences. Et on va voir que quand on construit un jeu et qu'on va faire moyen ou finalité. Ouais, c'est ça exactement. Merci Jérôme. Et donc, quand on va installer un jeu en formation, on va voir que dans les mécanismes du jeu, généralement, on va utiliser moins de mécanismes. Et vous allez voir dans la méthode que j'utilise beaucoup, on utilise moins de mécanismes dans le jeu parce qu'en fait, on se concentre sur les objectifs pédagogiques et moins sur le fait de jouer. Donc, généralement, un jeu en formation, on va avoir une à deux mécanismes principaux, alors que le jeu, quand on joue, on peut avoir 3, 4 ou 5 mécanismes qui sont installés dans le jeu.
Je vous montre cette slide que j'avais dessinée à l'époque. C'était ce qu'on appelle les jeux sérieux. Parce que souvent en formation, on parle de jeux sérieux, c'est-à-dire permettre. L'idée, c'est de faire apprendre tout en jouant. Là, ce qui est intéressant dans ces jeux sérieux, hein, c'était la diminution du stress parce que vous changiez, vous n'étiez plus dans votre environnement de travail, vous changiez d'environnement. C'était de catalyser les compétences. Ouais, c'est ça, exactement, Antoine. Donc c'était, j'y étais physiquement au CIGE il y a l'année passée, celui-ci j'ai pas pu venir en ligne, et j'avais pris, c'était une conférence très intéressante qui se déroule chaque année, organisée par Antoine et par, il est sorti de la table, il est sorti de la salle. Et par Philippe, ouais c'est ça, ah, ben si tu es là Philippe, par Antoine et par Philippe, et donc effectivement il y a 2 ans, il y avait donc Mathieu Tassetti qui a un podcast et qui était ouais, exactement, et qui était qui avait il avait fait lister les avantages du jeu sérieux. Et là, on avait la diminution du stress, le changement d'environnement, ça c'est quelque chose d'intéressant. Le jeu, en fait, il vous emmène dans d'autres environnements. Le catalyseur de compétences, ça permettait d'avoir une meilleure efficacité dans l'apprentissage, la mémorisation, la mise en pratique. C'est vrai que quand vous rentrez dans un jeu, ben, vous allez pouvoir mettre en pratique, et la motivation. Et en fait, ce qui m'intéressait dans toutes ces études, donc je dirais les enquêtes que j'ai fait là auprès des sociétés en disant pourquoi vous mettez des jeux, pourquoi vous n'en mettez pas. Et en fait, cette sketch note que j'avais fait à l'époque en écoutant Mathieu, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de d'installer différents types de jeux en formation de manière efficace. Alors là, j'ai listé assez rapidement les jeux que j'ai vus en formation. On a d'abord des jeux de plateau, d'accord. On a ensuite évidemment des jeux de rôle. Et là, Philippe est un grand spécialiste et en utilise beaucoup. Je n'arrive plus à changer de page. Alors, voilà, les jeux de rôle. Ensuite, on a également... Alors, j'ai beaucoup de problèmes pour changer de page, je m'en excuse. On a également les escape games, ça c'est quelque chose qui se passe énormément en ce moment, c'est-à-dire qu'on va créer des environnements où les apprenants vont devoir résoudre des énigmes, et il y a plusieurs façons d'utiliser les escape games. On a également tout ce qui est jeux vidéo, on a tout ce qui est nudge, hein, c'est vraiment les différents types de jeux qu'on voit beaucoup apparaître actuellement dans tout ce qui est formation à l'entreprise, et les jeux hybrides. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était dans tous ces types de jeux, finalement, comment je peux créer un jeu pédagogique en 5 étapes. Et là, je me suis fortement inspiré des méthodes de design thinking. En fait, ces méthodes, bon, vous le savez sûrement, elles ont été créées à Stanford, au laboratoire d'idéation de Stanford. Et ces méthodes, elles sont en 5 étapes. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on parle avec des spécialistes du design thinking ou quand on parle avec des créateurs de jeux, on voit qu'en fait, ils ont la même façon d'aborder les étapes. Et l'intérêt du design thinking quand on crée un jeu, c'est de passer par ces 5 étapes de façon à être, je dirais, très efficace. Et nous, il ne faut pas oublier que dans les 12 minutes qui me restent, ce que je vais vous montrer, c'est pour moi ce qui est important quand on fait un jeu à visée pédagogique. Alors, la première étape, c'est l'étape d'empathie. Alors, je vais essayer de changer de slide. Les 5 étapes qu'on va voir ensemble, la première étape, c'est l'étape d'empathie. La deuxième étape, c'est l'étape de définition. J'ai repris exactement les étapes du design thinking. La troisième étape, c'est l'idéation. La quatrième étape, c'est le prototypage. Et le cinquième étape, c'est le test. Pas évident de changer les slides. Et le cinquième étape, c'est le test. Alors la première étape, c'est l'étape d'empathie. Alors qu'est-ce que c'est que cette étape? C'est se mettre à la place du joueur. Quand vous faites du design thinking, vous vous mettez toujours à la place de l'utilisateur. Et bien là, on va se mettre à la place du joueur. Quand on fait un jeu pédagogique, ou même quand on fait un jeu de société, c'est quelle est la cible? C'est-à-dire, et c'est finalement quand on fait une formation, à qui je m'adresse? À qui je m'adresse. Donc, on va utiliser des méthodes qui vont nous permettre de définir un petit peu qui je vais jouer à mon jeu, qui ils sont, quel est son profil. Et quand vous voulez construire un jeu, que ce soit un jeu de société, un jeu de rôle, à qui il s'adresse, quel type de joueur vous allez essayer d'atteindre. Ensuite, ça c'est la première étape, l'étape d'empathie. La deuxième étape, c'est l'étape de définition. Et là, ce qui est vraiment différent par rapport à un jeu de société ou un jeu de rôle, c'est que là, on va avoir la définition d'objectif pédagogique. Pourquoi j'utilise le jeu? Et à la fin de cette séquence de jeu, qu'est-ce que mon joueur sera capable de faire? D'accord? Ou aura analysé?
Donc là, dans cette définition, on va avoir deux parties. On aura vraiment la partie pédagogique, puisque moi, effectivement, utiliser le jeu en entreprise, c'est quelque chose de sérieux. Donc on aura d'abord cette définition d'objectif pédagogique, et ensuite on va avoir tout ce qui est la thématique du jeu. C'est-à-dire que cette fois-ci, comme vous avez vu que le jeu permettait de sortir les gens de l'entreprise pour rentrer dans un autre environnement, on va essayer de définir une thématique, c'est-à-dire l'endroit dans lequel je vais immerger mon joueur. Donc c'est un petit peu cette définition. Alors évidemment, comme c'est une méthode de créativité, on va revenir plusieurs fois. D'accord. Donc la définition de mes joueurs, elle change peu parce que c'est mon public cible. Mais derrière la définition des objectifs pédagogiques, elles aussi, elles sont définies, donc elles ne bougent pas. La thématique peut évoluer en fonction de la construction. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est la définition des objectifs pédagogiques et de la thématique de mon jeu. Alors, ce qui est important quand on veut, je dirais, raconter une histoire et poser cette thématique, il y a 6 ingrédients pour construire des thématiques qui peuvent être intéressants à utiliser. C'est des thématiques simples et facilement abordables, parce qu'un jeu en formation, il faut que les règles puissent être échangées facilement avec les joueurs et les apprenants. Il faut que cette thématique soit inattendue, soit concrète, qu'elle raconte une histoire, touche des émotions et qu'elle soit crédible. En utilisant ces 6 ingrédients, on peut avoir une thématique où le joueur peut rentrer facilement dans le jeu et permettre en fait que le jeu ait un vrai impact sur l'apprentissage et cette séquence ludique qui est introduite dans une formation. La seconde étape, c'est l'idéation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étape? Cette étape, en fait, elle va nous permettre de définir les mécanismes de jeu. Alors, vous voyez à chaque fois dans ces étapes-là, si j'étais dans un jeu de société, etc., je parlerais de mécanismes. Alors, moi, il y a quelque chose dans les mécanismes de jeu, il y a ce qu'on appelle les mécaniques cartes que vous connaissez peut-être, de prismatique, hein, qui sont en fait des cartes qui vous permettent de jouer avec ces mécanismes de jeu et de les sélectionner. Alors, on va aller choisir des mécanismes de jeu pour développer des compétences des joueurs et des apprenants. Donc. Et là, ce qui est intéressant dans les mécanismes, je vous passerai tout à la fin un lien où, par mécanisme ou compétence, j'ai essayé d'utiliser du digital. Parce que moi, j'essaye d'utiliser beaucoup de digital dans les formations que je développe. Et vous allez voir qu'à chaque mécanisme, j'ai essayé d'introduire un outil digital qui permet en fait de construire le jeu pas à pas, toujours dans la thématique abordée. Ce qui est important dans un jeu pédagogique, c'est que le nombre de mécanismes qu'on utilise dans un jeu pédagogique est probablement plus limité que dans un jeu habituel. Un jeu de société, un jeu de rôle, etc. Donc, ce qui est très important dans un jeu pédagogique, c'est de se concentrer finalement un peu sur les objectifs pédagogiques. L'étape suivante, ça va être l'étape... Alors, désolé, je vais y arriver. Voilà, c'est l'étape de prototypage. Une fois qu'on a essayé de choisir les objectifs pédagogiques, on va construire un prototype. Et là, je dirais qu'on a deux types de matériel. On a du matériel physique, cartes, chronomètres, jetons, plateau de jeu, puzzle, des figurines, mais on peut aussi également utiliser du matériel digital. Et là, actuellement, vous pouvez trouver assez facilement des petits logiciels qui sont gratuits, d'accord, qui vous permettent de faire de la réalité augmentée, des vidéos, des quiz interactifs, des puzzles digitaux, des QR codes, de l'immersion en réalité virtuelle ou des mots croisés. Et donc, ça va permettre, mais évidemment, pour le prototype que vous allez construire, d'accord. Généralement, un prototype, le but c'est quoi? C'est de faire jouer et de tester votre jeu auprès et des joueurs et des apprenants. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le monde du jeu, est très très utilisé. Vous savez très bien qu'il y a les fameuses soirées qu'on appelle les off après les festivals où on va faire tester des jeux de société. Et bien là, c'est la même chose. Quand on est en formation, il faut également faire tester son jeu, tester par l'apprenant, tester un petit peu pour voir s'il est jouable et si finalement, à la fin de la formation, on va atteindre les objectifs recherchés. Alors j'essaierai, ici vous avez un QR code, mais je vais essayer d'aller cliquer sur le lien, mais je vais le faire à la fin quand je serai sorti de la présentation, parce que j'ai un petit peu peur de ne pas pouvoir y revenir. Donc ensuite, on a la phase de test. Une fois que ce jeu est là, on va aller tester auprès dans l'entreprise, mais également avec des joueurs, pour voir si ce jeu se joue et si j'atteins mes objectifs pédagogiques. Dans cette phase de test, ce qui est important, c'est que quand vous commencez à construire, un de mes étudiants est en train de faire un jeu pour développer l'apprentissage des énergies renouvelables et des énergies nouvelles dans un des cours.
Ce qui est important, c'est qu'il a fait un super prototype. Et le problème, c'est quand on fait un prototype qui est vraiment très très beau, le problème qu'on peut avoir, c'est qu'on n'a pas envie de le changer. Cette phase de test, elle n'est pas là en fait pour justifier ce que vous avez fait. La phase de test, elle est surtout là pour tester. Et finalement, quand quelqu'un vous dit, ben moi j'aime pas trop ça, l'important c'est de lui demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas aimé cette partie-là du jeu? Pourquoi est-ce que tu vois l'objectif pédagogique c'était ça? Pourquoi tu penses qu'il n'est pas atteint? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ce pourquoi pour modifier le prototype et finalement, et ça c'est très intéressant et c'est ce qui se fait beaucoup dans le design thinking, finalement de faire des boucles d'itération. Une fois qu'on a ce test, une fois qu'on a ces pourquoi, on retourne au départ et on va aller de nouveau peut-être changer un peu le thème pour que ce soit plus jouable, aller modifier les mécanismes, changer le prototype pour de nouveau refaire des phases de test. Et vous voyez, moi, c'est quelque chose qui me passionne, c'est que cette méthode, c'est une méthode, la méthode design thinking, elle existe depuis un petit moment. Cette méthode, elle est vraiment complètement transposable à la création de jeux et de jeux pédagogiques, et même de jeux. Alors, que je voulais encore partager avec vous, j'arrive. Voilà. Donc, en pratique, les 5 étapes quand on veut commencer à faire un jeu, d'accord? Et je dirais un jeu en entreprise, et quand vous vous appuyez sur ces méthodes de design thinking, la première étape, c'est l'analyse du public. La deuxième étape, c'est la définition des objectifs pédagogiques. Pourquoi vous voulez mettre un jeu? Est-ce que c'est le bon outil? Parce que c'est une modalité finalement, le jeu comme d'autres. Quelle est la thématique que vous voulez aborder? Là aussi, hein, il y a plein d'astuces dans les thématiques, hein. Ensuite, quels sont les mécanismes et les compétences que vous voulez faire développer? Et là, moi, j'utilise beaucoup les mécanicas de prismatique. Ensuite, construire le prototype, soit en réel, soit en utilisant des outils. Et je vais vous montrer juste pour terminer ma carte d'outils en fonction des mécanismes. Et ensuite, faire le test, faire des tests, énormément de tests. Et une fois que ces tests font ça, on recommence pour un deuxième tour. Donc cette méthodologie, en fait, elle permet vraiment de construire un jeu avec de véritables objectifs pédagogiques pour que bah, le jeu ait toute sa place dans l'entreprise et que finalement, jouer, ça devient vraiment, vraiment sérieux, en fait. Alors, je vais changer de slide. Je crois que j'en arrive au bout. Ouais, je ne sais pas si vous pouvez prendre ce QR code. Euh, si vous pouvez le prendre, vous pouvez faire des copies d'écran. Ce QR code va vous diriger directement vers un livre blanc que vous pouvez télécharger sans problème. Et en fait, elle décrit de façon beaucoup plus complète que ces 20 minutes avec tous les mécanismes des jeux qu'on peut mettre en place, quand utiliser tel mécanisme par rapport à un autre, quand utiliser les dés par rapport à un autre. Là, je voulais juste en fait vous faire le chemin pour arriver des 5 étapes. Vous pouvez trouver, donc là c'est un livre blanc que j'avais écrit sur le design thinking, une méthode de création et de conception de Serious Escape Game. C'était pour aider nos profs à l'école notamment à créer des Serious Escape Games en suivant ces différentes étapes. Ce que je voudrais, dans la minute qui me reste, je voudrais essayer de vous partager, si j'y arrive, je voudrais essayer de vous partager, je ne sais pas si ça va marcher, j'essaye. Ouais, ça a l'air de marcher. Alors je vais vérifier ce que vous voyez à l'écran. Ouais, ça marche. Donc là, avec l'accord de Prismatic, ce que j'ai construit, et vous vous rappelez, c'est dans la phase de prototypage. Ce que j'ai construit, vous avez ici vous avez ici différentes compétences ou mécanismes. Et vous avez, donc là, ce sont les compétences des mécaniques cartes. Et pour chaque compétence, vous avez la description des mécaniques cartes. Donc ça me permet un petit peu de choisir et de construire mon jeu et de donner des idées. Vous allez avoir ici en dessous tous les. Alors je ne sais pas si je peux vous montrer mieux que ça parce que j'ai peut-être pas accès complètement à l'écran. Vous allez avoir ici en dessous. Ouais. Vous allez avoir tous les. Ouais, super, merci beaucoup. Ça, c'est le lien pour télécharger le livre. Vous allez avoir ici tous les outils digitaux qui vous permettent d'atteindre, ou je dirais de jouer avec cet mécanisme en digital. Donc là, c'est ma bibliothèque d'outils digitaux classée par compétence ou par mécanisme, d'accord, avec des petits outils digitaux toujours gratuits qui vous permettent de construire des jeux un peu plus digitalisés, je dirais.
Voilà, il est 17h49, j'ai donc pris 19 minutes, je crois. Ah, quelqu'un est tombé de sa chaise. Je crois que j'en suis arrivé au bout. C'est ce que je voulais partager avec vous dans ces 20 minutes. D'accord. Si vous avez des questions, j'y réponds. C'est très rapide, hein, d'accord. Si vous avez des questions, j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Je peux essayer de remettre la présentation. Peut-être. Alors, je vais essayer de vous remettre la présentation. Et de vous retrouver. Voilà, je vais vous remettre la présentation. Voilà, est-ce que merci, vous êtes Jérôme, merci, ça me fait très plaisir. Pour être très honnête, j'ai découvert les mécaniques art avec Jérôme dans un de tes ateliers et j'en suis absolument fan. Je trouve que c'est vraiment super. Ouais, c'était un peu rapide, n'hésitez pas surtout à aller cliquer pour aller chercher le bouquin téléchargeable. Je vais vous remettre le clic tout au bout. Ouais, effectivement, impeccable. Et puis, enfin, j'essaye d'aller tout au bout, c'est pas facile en fait, hein. La bête ne se laisse pas faire facilement. Voilà, mais s'il n'y a pas de questions, je voudrais juste vous remettre le code, comme ça vous allez pouvoir le piquer. S'il n'y a pas de questions, je vais laisser, mais Antoine est en train de taper. On aurait adoré que tu nous parles de tout ça. Ouais, bah écoutez, franchement, j'y viendrai avec plaisir. Enfin, si vous, cette année, j'ai pas pu parce que, comme je suis prof, j'ai passé beaucoup de mon temps à faire, à courir pour essayer de faire des classes en réalité virtuelle. Mais honnêtement, je viendrai avec plaisir et j'ai adoré vos conférences. Enfin, franchement, j'ai appris beaucoup et voilà. Et je travaille beaucoup là-dedans et je pense que voilà, bah, c'est un vrai plaisir. Donc, je viendrai avec grand plaisir en parler et montrer des exemples en fait. Et pourquoi pas faire un atelier pour parce que là en 20 minutes on peut pas faire, mais vraiment essayer la méthode, voilà, qui est passionnante. Eh bien, je vais, s'il n'y a pas de questions, il y a des questions, pas de problème Antoine, avec plaisir. Ouais, désolé, un peu dense, c'est vrai Antoine, tu as raison. Merci pour le partage du livre blanc. Ah, Jérôme dit, le confinement va amener de grandes évolutions dans les pratiques. Ouais, vaste sujet, Jérôme. Il faudrait qu'on en discute. C'est vrai que le confinement a permis probablement plein de choses, en tout cas dans le monde de la formation. Ça a été, bah, regardez ce qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs, hein. Dans le monde de la formation, dans le monde des événements, ça a été on a été tous fortement bousculés. Ouais, gamifier les classes virtuelles. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et on a vu apparaître des choses qui sont en train d'arriver, hein. Le jeu à distance commence à vraiment. Quelle grille de lecture utilisez-vous pour lier une compétence précise avec des mécanismes à utiliser pour la développer? Thème d'un prochain meet-up. Ouais, ok. Alors, en fait, effectivement, il faut rentrer un petit peu dans les mécaniques art où ils séparent les compétences. Les mécaniques art, hein, vous tapez prismatique, pardon, mécanique art, vous avez un site complet et vous pouvez télécharger les cartes. Il y a un wiki complet, hein. Et donc, alors, pour répondre, donc, quelle grille de lecture utilisez-vous pour lier une compétence précise avec les mécanismes à utiliser pour la développer? Donc, en fait, euh, moi, ce que j'ai essayé de faire, je pourrais vous passer. J'ai effectivement développé une espèce de grille. Et si vous voulez, je pourrais la mettre en ligne sur le site FTR, je la mettrai. J'ai développé une espèce de grille qui, pour chaque compétence qu'on essaye de développer, d'accord, en entreprise, hein, moi je reste là dans le monde de l'entreprise, j'ai été mettre des mécanismes en essayant d'expliquer pourquoi. Vous verrez dans le livre blanc, il y a quelques explications, mais en fait, j'ai une grille plus précise. Je pourrais la mettre, ça me dérange, moi je partage tout, donc j'ai aucun problème. Je partagerai ça avec plaisir. Sinon, vous me trouvez sur LinkedIn, hein, si vous voulez me réécrire. Ok? Et je pourrais vous partager ça.